à savoir l'éducation, la santé, la sécurité, la justice, etc. Beaucoup de départements de l'administration publique sont un back-office, et un back-office c'est optimisable. C'est optimisable non pas en réduisant le personnel qu'il y a aujourd'hui, mais en améliorant sa capacité d'exécution. Tout ce que vous expliquez ce matin ne figure pas dans votre programme. Si. Ou alors peut-être que la mesure spécifique, la sous-mesure ne figure pas. La sous-mesure. Si vous appelez ça ainsi. Autre question, le régime de compensation qui fait couler beaucoup d'encre, qui est présenté comme un fait d'armes par le gouvernement actuel et qui est décrié par un certain nombre de partis politiques d'opposition, dont le vôtre. Alors vous, dans votre programme, vous ne mouillez pas un peu, vous ne mouillez pas beaucoup, vous bottez en touche en disant que vous allez favoriser l'ouverture d'un débat national sur le régime de compensation. Et donc, le parti n'assume pas ses responsabilités sur cette problématique et dit qu'il va s'en remettre aux citoyens dans le cadre d'un débat pour avoir un consensus. Donc ma question est claire, allez-vous remettre en cause la décompensation, qui est encore au milieu du gué, qui n'est pas terminée, qui n'est pas achevée? Allez-vous clairement la remettre en cause? Allez-vous la maintenir en l'état actuel ou allez-vous la parachever? Deuxième partie de la question, allez-vous mettre en place, simultanément par rapport aux décisions que vous prendriez si vous étiez en responsabilité sur la question de la compensation, allez-vous mettre en place des dispositifs de subventions directes et d'aides ciblées aux ménages les plus modestes? Et sous quelle forme? Très bien. Nous pensons à l'USFP que là où le gouvernement a péché, c'est par méthodologie et par éthique vis-à-vis des citoyens. On ne peut pas choisir la solution facile, taper dans la poche des plus pauvres pour résoudre un problème d'équilibre macroéconomique. La philosophie de l'USFP n'a jamais été telle. D'ailleurs, quand nous étions aux commandes, nous avons systématiquement trouvé le moyen de financer les déficits des caisses, notamment celle de la retraite, du budget de l'État, plutôt que d'aller taper dans la poche du citoyen. Ce qui nous dérange dans ce qui a été fait par le gouvernement, c'est que c'est des mesurettes. C'est islahat sarqi'iyya. J'arrive pas à trouver le mot en français. Excusez-moi, je vous pose la question sur ce que vous allez faire. Vous. Oui, mais j'y arrive. Nous, notre démarche, pourquoi je dis ça? Parce que ça introduit ce que vous avez pointé. Nous avons mis en avant l'approche. Peut-être qu'on a péché par ça, mais c'est pour répondre à la mauvaise approche actuelle. Nous pensons que des réformes de cette catégorie-là, typiquement la réforme des retraites qui a été initiée dès les années 2002-2003, c'était à travers des concertations qui ont duré 5-6 ans. Mais quand ces concertations ont abouti, ils n'ont pas trouvé le gouvernement capable de les exécuter. Nous, on veut que ce soit quelque chose de participatif pour que tout le monde s'y retrouve. Mais nous sommes clairs sur la mise en place du revenu minimum. C'est une mesure qui existe. Sur la création de vrais filets sociaux, on ne peut pas continuer la compensation classique telle qu'elle a toujours existé, mais on ne peut pas l'arrêter sans avoir mis en place de filets sociaux qui respectent la dignité des Marocains, tous, et qui les traitent équitablement. Donc vous allez... Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, vous allez favoriser un débat national, mais notre objectif, c'est d'arrêter la compensation, mais simultanément mettre en place ces fameux filets sociaux. C'est ça, ça va de pair. On ne peut pas arrêter la compensation si on n'a pas de proposition alternative. C'est plus grave. Je ne sais pas si on peut avoir le graphe suivant. Il est assez intéressant et il est en résonance avec la mesure 115. Dans laquelle vous proposez de réduire les dépenses de fonctionnement et surtout, et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé, et je vous félicite parce que ça nécessite un courage politique, vous proposez de revoir la structure des dépenses de l'État. Or, les dépenses de l'État, c'est à la fois le reflet d'une évolution historique, c'est le poids du passé qui se reflète. Excusez-moi, j'ai le graphe pour vous, ça sera plus clair. Les dépenses de l'État et la structure des dépenses de l'État, c'est le reflet d'une évolution historique, c'est un continuum, mais c'est en même temps des choix politiques forts. Donc, dans votre programme, vous dites que vous allez revoir la structure des dépenses de l'État, mais vous arrêtez à ce stade. Et vous ne dites pas exactement ce que vous allez faire. Alors là, je vous présente ce matin, spécialement pour vous, quelle est la structure des dépenses de l'État. Vous remarquerez que la première dépense, c'est le financement du service de la dette. Plus de 69 milliards de dirhams, ce qui est très lourd comme de conséquences pour nos citoyens
et surtout pour les plus jeunes d'entre nous et pour les futures générations, nous utilisons nos recettes de l'avenir pour payer nos erreurs du passé. Imaginez, 69 milliards, c'est le premier poste budgétaire, c'est la première fonction de l'État aujourd'hui, de l'État marocain, c'est de payer sa dette. Ensuite, vous avez l'éducation nationale, dans son acception la plus large, éducation nationale, formation professionnelle, enseignement supérieur, recherche scientifique, et ensuite, notre sécurité, intérieure et extérieure, administration de la défense nationale, ministère de l'Intérieur. C'est les trois plus grosses missions de l'État. Et vous remarquerez que le quatrième poste budgétaire, très très loin derrière le troisième, c'est la santé. Et c'est tout ce qui vous intéresse, vous. Toutes les formations politiques, c'est d'être au service des citoyens à travers ces différents départements ministériels et ces différents services publics. Donc ma question, vous qui avez la volonté de modifier la structure des dépenses de l'État, dites-moi dans quelle proportion vous allez faire bouger ce graphe dans les 5 années à venir. Excusez-moi, juste une précision. Donc, dans les départements ministériels, vous avez les dépenses de fonctionnement et d'investissement? Absolument, c'est les dépenses du budget général de l'État. On peut évidemment affiner l'analyse en regardant la structure des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement. Vous savez que dans le budget général de l'État, qui est de 250 milliards de dirhams, vous n'avez que 60 milliards de dirhams ou 62 milliards de dirhams d'investissement. L'essentiel de l'investissement est porté par le portefeuille public, les entreprises et établissements publics, plus de 108 milliards de dirhams, et vous avez 15 à 20 milliards de dirhams portés par les collectivités territoriales. Donc l'enjeu de l'investissement, il est plus en dehors du budget général de l'État qu'à l'intérieur. C'est quand même 60 milliards, ce n'est pas rien. Et convenez que ce n'est pas les 108 milliards des entreprises publiques qui sont d'ailleurs à l'origine de la dette publique. Donc ma question, c'est comment vous faites bouger ce graphique? Vous qui avez l'ambition de modifier la structure des dépenses de l'État, est-ce que la sécurité va passer de 54 milliards à 50 ou à 45 pour transférer tout cela vers la santé, l'éducation ou la culture ou pas? Est-ce que la justice va passer à 6 milliards ou 8 milliards? Est-ce que vous avez déjà une stratégie de réallocation du budget général de l'État en termes de dépenses? Ce que je peux vous dire, c'est que notre perspective du budget général de l'État, c'est qu'effectivement, il faut réduire le poids de la dette. Et une des mesures que nous préconisons, c'est de convertir de la dette extérieure en dette intérieure, en partie. Donc ça change déjà le poids des intérêts à verser dans le bilan de l'État, de renégocier nos dettes extérieures. Ça, c'est pour le volet dette qui est le volet le plus lourd dans notre budget. Je suis d'accord avec vous, le coût est parti, donc il faut qu'on gère les pots cassés par nos prédécesseurs, sachant qu'on avait légué une situation meilleure. Sur la partie des secteurs productifs, moi je réitère ce que j'ai dit, nous cherchons à faire les vases communicants entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement, en rationalisant, on dépense moins dans le fonctionnement, en économie sur le fonctionnement et en réalloue dans l'investissement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je suis d'accord, l'État n'est pas le seul investisseur et nous sommes persuadés de cela. D'où favoriser l'investissement privé, d'où les incitations fiscales pour créer plus de partenariats publics-privés, donc avoir plus d'impact réel sur l'économie nationale en mettant mise minimum de l'État qui garantit son contrôle, qui garantit son rôle de régulateur, de celui qui définit la stratégie. Sur la partie éducation et santé, je pense qu'il faut lire aussi les chiffres de grandes nations qui ont la réputation d'être des nations libérales, les États-Unis pour ne pas les citer, qui ont les plus gros budgets d'éducation nationale et de santé publique au monde rapportés aux populations et rapportés à leur part budgétaire. Si on neutralise le budget militaire des États-Unis, les plus gros postes sont... Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous allez faire. Non mais j'y arrive. Donc nous, c'est pour vous dire, c'est pour introduire que pour nous, l'éducation et la santé le parent pauvre est pour une raison qui échappe à tout le monde. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que depuis 50 ans, on continue de considérer que la santé des Marocains, c'est leur affaire. Nous sommes le citoyen à qui la santé coûte le plus cher dans la région Ménin. C'est injuste et injustifié. Si on neutralise les fonctionnaires qui ont la CNOPS, la mutuelle, etc., ben la majorité écrasante des Marocains, on les laisse mourir à petit feu parce qu'on les laisse se débrouiller avec leurs propres moyens. Donc il y a un besoin de renflouer le budget de la santé publique dans le budget général de l'État. Une des mesures les plus audacieuses que vous proposez sur le plan économique, j'avoue qu'elle m'a beaucoup surpris, vous êtes la seule formation politique à la proposer,
tout cas de ce que nous connaissons des programmes, nous n'avons pas encore eu accès à tous les programmes, c'est la mesure 153, au terme de laquelle vous suggérez de créer dans le marbre de la loi, et de la loi bancaire plus précisément, une séparation claire entre la banque de détail et la banque d'investissement. C'est la mesure 153. C'est très audacieux, très original. Alors, ma question, qu'est-ce qui fonde cette recommandation? Pour quelle raison? Est-ce que vous voyez des risques systémiques dans le système bancaire à travers une exposition excessive des banques sur les marchés financiers? Et deuxièmement, si vous êtes en responsabilité au ministère de l'Économie et des Finances, dans quel délai vous mettez en place cette séparation et comment vous imposez aux banques de respecter ces dispositions? Imposer aux banques, c'est facile, il faut le mettre dans la loi. Donc, c'est déjà un point de moins à discuter. Comment le mettre en œuvre? Voilà, alors j'y arrive. J'ai répondu à imposer, parce qu'il ne s'agit pas d'imposer, il faut juste mettre dans la loi, il faut légiférer donc, dans un État pour que les gens respectent la loi. Cette mesure, elle fait écho à d'autres mesures que nous avons déclinées par rapport à la politique monétaire et au secteur financier et bancaire au Maroc. Particulièrement, nous souhaitons rentrer plus de produits financiers développés dans le secteur marocain. C'est tout ce qui est options plus étudiées, plus spécifiques, tout ce qui est nouveau swap sur devises, sur taux, etc. Nous souhaitons mettre plus de flexibilité et plus d'autonomie, donner plus d'autonomie aux banques d'investissement pour pouvoir fructifier des produits financiers complexes. Donc c'est quelque chose de nouveau que nous souhaitons faire rentrer dans le secteur bancaire et financier marocain. Et en face de cela, nous estimons que les dangers qui viennent avec ces produits financiers complexes et spécifiques devraient continuer à être circonscrits dans un périmètre spécifique, d'où la séparation. Si le Maroc a continué à rester dans une politique de finance de marché très embryonnaire, on est loin de la complexité des produits financiers qu'on peut trouver ailleurs, donc même dans le monde arabe, même en Égypte ou dans les Émirats, etc. Si on est resté loin de ces produits, c'est par peur de leur impact sur les bilans bancaires. Mais si on veut introduire ces produits, il faut qu'on puisse aller dans une séparation des métiers. Donc mais la banque... Vous savez que cette séparation existe simplement et seulement dans les pays anglo-saxons. En Europe, où la finance de marché est extrêmement développée, il n'y a pas la séparation légale entre la banque de détail, la banque d'entreprise, la banque d'investissement. Vous savez mieux que moi le scandale de la SGLB, le scandale de BNP Paribas aux États-Unis et en Belgique qui a coûté la vie à Dexia Bank, qui est une des plus grandes banques de financement de communes au monde, qui a mis la clé sous la porte. Et vous savez encore mieux que moi que les Américains qui ont vécu Enron, qui ont sorti Sarbanes-Oxley, savent pertinemment de quoi ils parlent quand ils disent qu'il vaut mieux pour un système économique sain séparer ces deux activités, permettre à l'activité financière d'aller dans ses délires, entre guillemets, et d'innover, parce qu'aussi c'est des réponses à des besoins de certains types d'investisseurs, mais ne pas toucher l'économie réelle, la finance dédiée à l'économie réelle. Donc vous voulez mettre en place une réglementation bancaire plus restrictive, plus contraignante que celle qui est appliquée par la BCE dans la zone euro? Je ne connais pas la réglementation de la BCE dans la zone euro, mais je connais très bien la réglementation américaine, et donc je me réfère à la réglementation américaine en la matière. Alors ma dernière question, parce que le temps presse et on doit céder la parole à la salle pour 2 questions. Encore une idée intéressante de votre programme. Vous êtes favorable à la création d'une banque publique d'investissement qui soutiendrait le financement des PME et des toutes petites entreprises. Est-ce que vous pensez que ce segment économique du tissu industriel, du tissu des services au Maroc n'a besoin que de financement, ou est-ce qu'il a besoin d'autre chose? Et pourquoi limiter le rôle de cette BPI simplement à un rôle de financement, alors que sous d'autres cieux, lorsqu'on a mis en place des banques publiques d'investissement, je pense notamment à la France avec BPI France, et bien avant elle, et dans un modèle encore plus performant, la KfW en Allemagne, le financement existe évidemment, il est développé par ces institutions, à un niveau régional comme vous le signalez, mais c'est simplement une partie de leur activité et le cœur de leur business, c'est l'accompagnement des entreprises et c'est l'accompagnement en fonds propres
soit en investisseur capital risqueur, soit en investisseur capital développeur, soit en investisseur en fonds de fonds. Donc est-ce que ces dimensions sont dans votre, c'est pas écrit dans votre programme, mais est-ce que dans votre esprit, vous allez élargir le spectre d'activité de cette banque publique d'investissement à tous ces éléments, et comment allez-vous faire pour gérer la réticence du système bancaire marocain à la création de cette BPI? Ce sera ma dernière question. Vous avez raison, la PME n'a pas seulement besoin de financement. La PME, c'est 95% du tissu économique marocain, la petite, la moyenne et la très petite entreprise et industrie. Et dans notre programme, on répond aux besoins de la PME par trois catégories de mesures. Il y a donc l'accès au financement, j'y reviendrai. Il y a la problématique de l'intégration de la chaîne de valeur et du tissu industriel autour des grands donneurs d'ordre, notamment dans les zones industrielles des métiers mondiaux du Maroc, où aujourd'hui la PME marocaine est très peu impliquée et très peu intégrée à ce système de production. Et il y a enfin, et pas des moindres, la problématique de la formation et de la création, donc l'innovation. Donc il y a des mesures fiscales que nous avons prévues justement et qui s'adressent spécifiquement, quand on parle de défiscaliser ou d'un crédit d'impôt sur la formation, sur l'investissement en R&D, etc. Nous sommes conscients qu'on s'adresse particulièrement à cette catégorie d'entreprises. Pour revenir à la banque d'investissement, nous avons un objectif plus modeste. Je connais bien l'expérience de la BPI France, de par mon travail, et celui de la KfW. Ce sont de grandes nations qui sont prêtes à mettre de l'argent de l'État dans des structures qui vont soutenir l'économie, quitte à ce que ce soit à perte pendant une très longue durée. Il y a beaucoup d'argent de l'État qui est investi dans ces structures. Certaines dépendent même du ministère des Finances directement, etc. Nous, on a pris exemple sur un pays qui est plus proche dans son tissu économique du Maroc, l'Italie, qui a un système où elle s'attaque au financement au sens strict. L'État n'investit pas dans la PME parce que c'est trop risqué justement pour l'État à suivre et à piloter. Donc il y a plein de cas vraiment les entreprises publiques. Si on améliore le pilotage des langues, c'est déjà très bien. Mais sur les PME, on intervient sur deux volets. On subventionne le spread, donc le risque, pour le ramener à un niveau de coût raisonnable pour la PME et un niveau d'exposition qui respecte l'exposition du risque de la banque. Donc si la banque estime que le risque, je ne dis n'importe quoi, c'est 300 points de base, on pourrait subventionner la moitié et l'autre moitié est à la charge de la PME. De l'autre côté, c'est apporter une garantie sur le risque de défaut de paiement, donc sur le capital et pas uniquement sur les charges, à un certain pourcentage. Bien sûr, je n'ai pas les ordres de grandeur en tête, mais l'idée, c'est qu'on a vu et qui marche très bien, en l'occurrence en Italie et dans d'autres pays de l'Europe du Sud, c'est de permettre ou d'enlever avec l'argument que le système bancaire n'arrête pas de sortir, qui est son incapacité à juger le risque d'une PME, de le neutraliser à travers cette mesure-là. Donc agir sur les taux à travers des subventions, agir sur la garantie en aidant à garantir une partie du capital, ce qui allège le poids des hypothèques sur la PME. Merci beaucoup pour ces réponses, Madame Chikolo. On va céder la parole à la salle. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Vous allez vous applaudir dans un instant. Donc je cède la parole à Monsieur Chokri. إذن سؤالان من القاعة، سؤالان فقط. محور اقتصادي. محور اقتصادي طبعا. Bonjour. Donc vous dites que pour réduire l'endettement, donc pour préconiser la canalisation des dépenses de fonctionnement et d'investissement, je trouve ça que c'est un peu contradictoire par rapport à votre programme, dans la mesure où canaliser les dépenses de fonctionnement, cela veut dire que vous allez geler les augmentations de salaire des fonctionnaires qui constituent le corps de cible de votre électorat, ça d'une part. Canaliser les investissements, ça va au contraire de ce que vous disiez depuis tout à l'heure, parce que canaliser les investissements, ça veut dire aussi que vous allez réduire l'emploi, et dans votre programme, vous parlez plutôt de réduction du chômage et l'emploi d'emploi. J'aimerais bien avoir des précisions par rapport à ces deux points. Merci. Canaliser les investissements, ça va au contraire de ce que vous disiez depuis tout à l'heure, parce que canaliser les investissements, ça veut dire aussi que vous allez réduire l'emploi, et dans votre programme, vous parlez plutôt de réduction du chômage et l'emploi d'emploi. J'aimerais bien avoir des précisions par rapport à ces deux points. Merci. Merci. Deuxième
Deuxième question. Il n'y en a pas? Merci. Et l'aide au financement des entreprises dans l'industrie. Si l'État décide qu'il veut promouvoir du tourisme, il faut canaliser l'investissement vers ce secteur-là. Ce qu'on entendait dire par canaliser, c'est vraiment mettre de la cohérence entre les politiques sectorielles annoncées et la réalité derrière en termes de fonds mis à disposition par l'État. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est canaliser en termes d'équité régionale et territoriale. Nous avons constaté les grands écarts qu'il y a en termes d'investissement public entre les différentes régions du Maroc. Il y a la ceinture, je dirais, oubliée de l'investissement public qui concerne 6 à 8 millions d'habitants, qui est les parties de l'Atlas, moyen, haut et petit Atlas, et au-delà, la partie oasienne. Donc, on croit que s'il y a des grands chantiers à mener en termes d'investissement public, il faut canaliser dans ce sens, c'est-à-dire rééquilibrer l'apport de l'investissement de l'État chez chaque citoyen, où que ce soit ce territoire, au lieu de continuer à investir dans des régions où aujourd'hui nous sommes convaincus que des partenariats publics-privés seraient intéressants parce que le privé commence à s'intéresser à des régions qui aujourd'hui sont bien dotées en infrastructures. Donc c'est dans ce sens qu'on disait la canalisation de l'investissement. Pour ce qui est du fonctionnement, nous ne sommes pas pour geler les salaires des fonctionnaires. Bien au contraire, nous avons parlé d'améliorer le revenu individuel de 20% sur l'horizon de 5 ans. Dans ces individus, il y a des fonctionnaires. L'idée, c'est comme je l'ai dit, de lier cela à de la performance et que si une personne n'est pas adéquate dans un poste, qu'on puisse lui offrir autre chose, de la mobilité au sein de la fonction publique, qu'on puisse alléger le back-office en faveur du front-office. Je parlais de l'éducation et de la santé, de la justice et de la sécurité. Le back-office, c'est tout ce qui est les ministères qui font le back-office. Donc, c'est pas le ministère de la fonction publique, le ministère de ceci, le ministère de cela. C'est des ministères qui sont des fois surdotés en personnel. Ce même personnel pourrait tout simplement changer de casquette, des administrateurs, des comptables, etc. Donc c'est plus de la rationalisation en termes d'amélioration de la gouvernance interne, du pilotage, de muhasaba, plutôt que de dire on va fermer les robinets, on va réduire les salaires, on va plus recruter. Bien au contraire, nous avons besoin de recruter au Maroc amplement, surtout dans la santé et l'éducation. شكرا. إذا انتهينا من المحور الاقتصادي والاجتماعي. ما تبقى من الجلسة سوف يكون على الشكل التالي. سوف يتحدث ويطرح الأسئلة الأستاذ أحمد عاصم، وسوف يتمكن الإخوة والأخوات الحاضرون من الجواب حسب الرغبة ديالهم. ثم نمر إلى المحور الدبلوماسي. ثم في النهاية سوف يأخذ الكلمة من جديد السي أحمد عاصم باش يعطينا الخلاصة المحاور كلها اللي تحدثنا فيها وشنو قلنا فيها. وفي النهاية غادي نطرح 3 الأسئلة سريعة على السي دريس الشكر يعني في نهاية الجلسة. تفضل السي أحمد. شكرا سيد الكاتب الأول، صباح الخير أخوات الإخوة السيدات والسادة الحاضرين. شكرا على تلبية الدعوة وعلى الإسهام ديالكم في هذا اللقاء. في الوقت الراهن كنلاحظوا بأن المواقف الحزبية والتحالفات أيضا ما بقاتش كتطابق هوية الأحزاب، ولات هوية هذا الحزب أو ذاك فيها نوع من الضبابية وفيها نوع من الغموض. في البرنامج ديالكم ورد كلمات اشتراكية وكذلك كلمة اليسار. إذا كانت هذه المفاهيم هي المفاتيح في تحديد هوية الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كيفاش كتصوروا، وهذا سؤال دولي وعالمي، كيفاش كتصوروا معنى الاشتراكية اليوم ومعنى حزب يساري اليوم في ظل الارتباك المفاهيمي وضمور وضعف الفكر السياسي في بلادنا اللي تغلب عليه الخيارات التقنية وأيضا الحسابات التكتيكية. سؤال وجيه من بعد انهيار جدار ما في العالم من تطورات من وقتها، والسؤال شنو الفرق؟ بطبيعة الحال تطور ديال الرأسمالية المتوحشة
أدى إلى تراجع في العالم ديال الاشتراكية منذ أواسط التسعينات. تنتذكروا هذا، ولذلك كانت محاولات نعتبرها براغماتية بما سمي بالطريق التالي. طوني بلاد كنموذج أو اللي خدام نموذج لاستوعاب الاشتراكية. بانت بعض المحاولات في أمريكا اللاتينية وفي آسيا كذلك، بعض دول آسيا ما جاوباتش، لأنه مع كامل الأسف الفكر الاشتراكي لم يبدع، رغم أن التساؤل طرح، لم يبدع ما يكفي إياه. كنا دي سوسيال ديمقراط، كنا اشتراكيين ديمقراطيين. الأممية الاشتراكية اللي كان فيها فيلي براند وفيها المفكرين والقادة الكبار، واللي كانت واحد الإطار ديال إنتاج الفكر والتطوير الاشتراكي وتطوير القيم الاشتراكية، كنعيشوا اليوم أزمة بالفعل، سواء في بلادنا أو في الخارج أو زعما عالميا. أنا سأتفق معك، ولذلك حنا في الاتحاد الاشتراكي، وهذه القضية عندها علاقة بالهوية ديالنا كحزب، ماشي هوية كيف ما مطروحة وطنيا. حنا لما اخترنا أن نكون اشتراكيين ديمقراطيين، معناه أننا اخترنا قيم الاشتراكية الديمقراطية، ومن ضمن القيم ديال الاشتراكية الديمقراطية الحق في الاختلاف، التسامح، المساواة، العدالة، كل القيم الكونية المتعارف عليها. وقع علينا ضغط هنا في الداخل للتراجع عن هذه القيم لكينونتها، لكونها كونية، وبدأ توصيف ياك ما يجرونا أصبح بحال الاتهام، هادو علمانيين، هادو لائكيين كذا. حنا باغيين نقولوا بكل وضوح الحداثة ديالنا في مجتمع، ونحن مجتمع مغربي، الحداثة ديالنا والاشتراكية ما تتوجد الأسس ديالها وبارتباط بالإسلام العقلاني. ولذلك حنا اشتراكيتنا في كونيتها كقيم وكمراجع وكذا هي اللي تنأسسوا عليها. كيف نرى هذه العدالة الاجتماعية، كيف نرى التضامن، كيف نرى الاشتراكية، بمفهوم أنها تعطينا أجوبة على التضامن كيف نراه، كيف نرى العدالة الاجتماعية، ماشي شيء آخر. بطبيعة الحال أنا تتفق معك. إلى يومنا هذا تنشعر بأن حنا الآن، باش نعطيك نموذج، نحن نتواجد في الأممية الاشتراكية. الأممية الاشتراكية تتعرف واحد التراجع خطير أدى بها إلى أن أحزاب المهيمنة الآن هي الأحزاب ديال دول العالم الثالث في إفريقيا، في أمريكا اللاتينية، في آسيا. بالتالي ذاك الإبداع ديال الاشتراكية في أصلها، يعني أوروبا وكذا، تراجعت هذه الدول الأوروبية، وأكثر من هذا تسعى اليوم إلى خلق بديل هو التي يتسمى التحالف التقدمي. التحالف التقدمي تقوده الآن ألمانيا ودول شمال أوروبا من السويد والدنمارك، واللي تتقدم نموذج اشتراكي ديمقراطي متقدم. احنا موجودين في الإطارين، ولكن ودرنا مجهود. احنا جبنا مناظرات وندوات درناها في المغرب كاتحاد الاشتراكي في السنوات الأخيرة مع هذه الإطارات حول الاشتراكية اليوم. وأقول معك أن التساؤل مطروحا اليوم تنحاولوا تعتبروا حتى هذا المجهود اللي درنا في برنامجنا الانتخابي مساهمة متواضعة كيف نرى كحزب الاشتراكية اليوم. في البرنامج ديالكم كتكلموا على إنشاء قطب ثقافي، يعني الاتحاد الاشتراكي كان يتوفر على أكبر نخبة ثقافية في البلد،
من مفكرين وفلاسفة ومبدعين في مختلف مجالات الثقافة والأدب والفكر. اليوم صوت هذه النخبة الثقافية الاتحادية خصوصا واليسارية عموما أصبح صوتا خافتا في ظل تحديات كبرى اللي تهدد ليس فقط الوعي الديمقراطي لدى المجتمع ولدى الفئات المختلفة بل استقرار البلد. فماذا تعنون بقطب ثقافي